Oui, bonjour. Donc merci à Igor et à Luis de m'avoir convié à participer à cette belle journée d'études qui bien sûr touche à des choses qui m'intéressent de très près. Et donc pour l'occasion et pour lancer un peu la discussion aussi, je vais bien sûr déjà le thème est annoncé à l'écran, mais enfin j'ai choisi un thème très argentin, je dirais même le plus argentin que l'on puisse imaginer quelque part. Dans la mesure où la Marcha Peronista, qui est le chant du parti péroniste, est, je ne dirais pas plus que l'hymne national, mais enfin en tout cas est un des symboles politiques qui en Argentine ont le plus marqué l'imaginaire national depuis la fin des années 40, c'est-à-dire du moment de l'éclosion de ce qu'on appelle parfois le premier péronisme, et jusqu'à aujourd'hui. À tel point, ça traverse quelque part l'imaginaire argentin que je pourrais commencer par évoquer quelques vers de cette marche que vous allez entendre bien chanter dans un moment. Mais enfin, je voulais juste évoquer en préambule l'un des couplets qui dit Porque l'Argentina grande con que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón. Ce qui veut dire, parce que la grande Argentine dont San Martín rêva est la réalité effective que nous devons à Perón. San Martín, pour mémoire, c'est le père de la patrie dans les années 1810-1820. Donc vous voyez que ce chant présente presque comme une sorte de récit eschatologique de ce qu'a été toute l'histoire du pays depuis sa fondation, depuis l'indépendance en la période 1810-1816, jusqu'à ce présent de la fin des années 40, où bien sûr les péronistes croient pouvoir affirmer que ce projet des pères de la patrie est devenu une réalité. Inutile de dire que c'est une proposition qui n'est pas suivie par tout le monde, c'est-à-dire le clivage politique autour de Perón, pour et contre, est une constante très très forte depuis 1943, j'y viendrai dans un moment, jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ce qui est incontestable de part et d'autre, c'est que la Marcha Peronista donc représente bien le péronisme. Et donc, que l'on soit péroniste ou anti-péroniste ou non-péroniste, la centralité de ce symbole pour ce qu'est la vision partagée, l'écoute partagée du phénomène péroniste en tant que tel, tout le monde est d'accord au moins sur ce fait-là. Et que, en quelque sorte, la marcha est un symbole non seulement du péronisme en termes de structure, mais aussi en termes d'histoire. Autrement dit, on peut essayer de raconter l'histoire du péronisme par l'histoire de cette marcha, ce qui renvoie à une question un peu générale sur quel est le lien entre, justement, symbole de l'histoire et histoire du symbole. Voilà, bon, je ne sais pas si vous voulez, on peut peut-être échanger là-dessus. Pour l'instant, je voulais avancer. Juste pour mémoire ou pour vous situer, parce que le péronisme c'est un phénomène dont tout le monde en Argentine croit savoir ce qu'il faut penser, mais vu de loin c'est plus mystérieux, et d'ailleurs là-bas ça le reste quand même. Juste 3 phrases pour vous situer un peu les choses. Juan Domingo Perón arrive au pouvoir pour la première fois en 1943. À l'époque, il est un colonel de l'armée. Et en 1943, il y a un coup d'État de ce groupe de colonels dont il fait partie et dont il devient vite l'homme fort. Ce groupe est un groupe de sympathisants de l'Axe. Nous sommes donc en juin 1943. Mais suite à des conflits internes à l'armée, Perón est, disons, chassé du pouvoir à un moment, et il revient au pouvoir suite à une manifestation gigantesque qui a lieu le 17 octobre 1945 et qui est un peu la scène fondatrice symbolique du péronisme, ce qui fait que le 17 octobre, c'est la date qui chaque année est commémorée comme le jour de la loyauté, dans le Dia de la Lealtad, et qui marque donc les origines du pouvoir péroniste comme pouvoir populaire. Suite à quoi il y a des élections démocratiques, et Perón est élu en 1946 par une large majorité, il est réélu en 1951, il est renversé par un coup d'État militaire
qui non seulement renvoie Perón en exil, mais en plus met le mouvement péroniste dans une situation de clandestinité, d'illégalité. S'en suivent 18 ans d'exil de Perón, qui est en Espagne, et qui revient en Argentine et au pouvoir en 1973, pour mourir tout de suite après en 1974, et laisser à la place de présidente sa troisième femme, Isabel Perón, qui à son tour est renversée par un énième coup d'État en 1976, le dernier en date, celui du général Videla, qui a, comme vous savez, massacré beaucoup de monde, et tout d'abord des militants du péronisme de gauche, parce que pour résumer une histoire très compliquée, une caractéristique du péronisme, c'est que depuis ses débuts, il associe de manière très complexe et souvent très compliquée en termes de disputes internes, tout un art politique qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par pas mal de variantes intermédiaires. Voilà pour résumer une histoire, encore une fois, très compliquée. Là où je voulais tout de suite en venir, c'est que cette marcha, donc, c'est un héritage, si vous voulez, de ce premier péronisme. J'y viendrai dans un moment aux circonstances de sa création, dont l'actualité n'est toujours pas démentie. Et donc, je vous invite à regarder quelques images d'un acte, d'une manifestation qui a eu lieu en septembre 2010, et où l'on voit non seulement les gens chanter la marcha, mais aussi la figure de Néstor et Cristina Kirchner, qui, disons, Néstor Kirchner a été président de l'Argentine entre 2003 et 2007. Cristina Kirchner l'a succédé et est toujours présidente aujourd'hui. Donc, et bien sûr, ils sont tous les deux péronistes, ou plutôt il l'était dans le cas de Néstor Kirchner, qui va décéder quelques semaines seulement après ces quelques images. Donc voici à quoi ressemble la marcha peronista aujourd'hui. Et à sa droite, Cristina Kirchner, l'actuelle présidente. Ça continue encore un peu. Bon, je crois que ça vous donne un peu une idée non seulement de la marche elle-même, mais de la température qui, quelque part, entoure ce moment rituel du chant collectif. Vous voyez, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de musicien, et tout le monde connaît ça, et pour cause vraiment par cœur. Et j'insiste sur le cœur, puisque c'est la question du cœur qui est tout le temps mise en avant, ne serait-ce que dans le texte, puisqu'il est question, je vais y revenir dans un moment, d'un grito de corazón, donc le cri du cœur, qui s'adresse à ce leader, Perón, qui, depuis la mort du leader, est en quelque sorte un espace vide, hein, parce que même si nous voyons là des autorités du parti et en plus la chef de l'État, bon, bien sûr, par définition, le péronisme est construit autour de cette figure absente du leader mort en 1974. Alors, pour aller vers le passé, tout de suite, je vais vous faire entendre maintenant ce qui est la version classique, on va dire, en tout cas la plus connue,
de cette marche. Lui, pour le coup, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Perón à la fin de sa vie. Et la version en question, elle est plus ancienne que l'époque de la photo qu'on voit là, puisqu'elle date de 1949. Et son interprète est Hugo del Carril, sur lequel je vais vous parler dans un moment. Voilà donc la version de Hugo del Carril de 1949. Il y aurait des choses à dire sur l'arrangement musical, sur cette espèce de martialité un peu cinématographique, je crois. En tout cas, le type d'arrangement évoque un type d'orchestre qui n'est pas la musique militaire, mais qui est à proprement parler, mais qui est renforcé par cette puissance de l'orchestre qui vient en quelque sorte mettre en scène, s'il s'agit bien d'une scène, le moment martial lui-même. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous proposer une véritable analyse du texte, mais je voulais juste attirer votre attention sur le dispositif d'énonciation, on va appeler ça, c'est-à-dire la manière de s'adresser au leader, ou plutôt de rendre présent le leader dans le texte, puisque vous voyez que ça commence donc au nom d'un nous, les muchachos peronistas. Les gars, la traduction elle est toujours imparfaite bien sûr. En tout cas, c'est un nous qui prend la parole, qui est le nous du peuple péroniste lui-même, mais qui en même temps revendique pour ce peuple péroniste une sorte d'identification avec le peuple argentin dans son ensemble. Dans ce premier geste, ce qu'on a, c'est un Perón qui est évoqué, pour ainsi dire, à la troisième personne, hein, le Viva Perón du début, est presque une citation d'un cri populaire qui est évoqué par ce nous qui assume un rôle de narrateur. Et c'est ce grand Argentin, comme vous voyez dans la deuxième partie du couplet, qui a, d'après ce récit, conquis le peuple en combattant le capital. Alors ce vers du capital, il est bien sûr clé dans toute l'histoire de la querelle entre gauche et droite au sein du péronisme, je ne m'attarde pas. Mais bon, si vous voulez, vous voyez tout de suite l'enjeu un peu stratégique de ce vers-là dans le débat politique. En tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que c'est au moment du refrain « Perón, Perón, que grande sos » qu'il y a une adresse directe au leader,
Donc c'est comme la scène du dialogue lui-même entre la masse péroniste et le leader. Avec un détail pour ceux qui ont l'habitude de l'espagnol, c'est que le grande, que grande sos, ce sos est un type d'adresse à la deuxième personne en espagnol qui est typiquement argentine. C'est ce qu'on appelle le voceo. Et qui est une manière familière de s'exprimer. Donc vous voyez que d'une part il y a une distance parce que c'est mon général et donc ça renvoie à une notion de la hiérarchie bon, militaire bien sûr, mais en même temps cette idée d'une proximité de quelqu'un, d'un leader à qui on peut dire vos. C'est plus fort en termes de familiarité que simplement le tu, la deuxième personne, puisque ça renvoie à cette manière quotidienne de parler des Argentins. Alors, pour vous dire quelque chose de l'histoire de cette marche, vous avez vu mon titre dit « Musique d'État, musique de parti ». C'est un faux équilibre dans la mesure où la Marcha Peronista, c'est d'abord la marche du parti plutôt que celle de l'État. Mais il se trouve que non seulement les gouvernements péronistes ont souvent incorporé cette marche dans des actes organisés donc par l'État, mais en plus les origines du morceau correspondent nettement à l'idée de créer à partir de l'appareil d'État ce que donc l'idéologue de tout ça, qui est ce monsieur que vous voyez à l'écran, appelait une religion politique. Alors là, pour la discussion politique symbolique, religion politique, si vous voulez, c'est encore un sujet un peu général, il me semble. Je crois qu'aucun chercheur aujourd'hui prendrait au premier degré la notion de religion politique et plutôt justement la notion de politique symbolique sert entre autres à désactiver la facilité de l'association avec une religion. Il demeure qu'il y a bien sûr des choses communes et que, pour en revenir à M. Ivanišević, lui il parlait de ça. Et donc c'est de ce monsieur qui était à partir de 1948 le ministre de l'éducation de Perón, qui est venue l'idée d'avoir une marche partisane et de l'imposer comme l'un des instruments forts, disons, du rituel politique péroniste. Alors je passe sur sa personnalité, sauf pour dire que bon, c'est le médecin personnel, le médecin privé de Perón qui a à l'origine l'a rapproché du mouvement péroniste et qu'il représente dans l'histoire du péronisme, disons, l'aile plutôt droite, nationaliste, catholique. En plus, en 1943, il affiche, puisqu'il commence sa carrière politique avant même l'élection démocratique de 46, pardon, qui affiche ses sympathies pour l'Axe de manière pas trop complexée. Et qui, en tant que ministre de l'Éducation, est resté un peu dans les mémoires. D'une part parce qu'il est donc, comme je vous disais, celui qui a inventé les rituels péronistes autour du 17 octobre et du 1er mai. C'est les deux grandes fêtes, outre les fêtes nationales, c'est les deux grandes fêtes péronistes. Le 1er mai, jour du travail et des travailleurs, et le 17 octobre, jour de la loyauté. Aussi parce qu'en 1948, il s'illustre dans le domaine artistique, j'entends des arts plastiques, par des attaques extrêmement fermes contre l'art abstrait qu'il appelle pathologique, un peu dans la veine de la critique de l'art dégénéré en Allemagne, bien sûr, mais pas seulement. Hein. Il ne faut pas dire que vous pensez que c'est seulement les nazis qui rejetaient les avant-gardes, on le sait. En tout cas, Ivanišević s'est illustré par cette agressivité à l'égard des avant-gardes et par cette idée donc de créer cette marche qu'il n'a pas écrit lui-même. La musique n'est pas d'Ivanišević. Et d'ailleurs, c'est un point, le fait que Ivanišević n'a pas inventé lui-même l'hymne, qui est très souvent rappelé par l'historiographie du péronisme, qui est plutôt de gauche, en tout cas les choses récentes, pour lui contester un peu ce rôle d'inventeur de la Marcha Peronista, du moment que la musique, vient d'ailleurs, et
ses origines, j'y viens, c'est intéressant en soi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ivanišević a eu l'idée de faire de cette marche l'hymne du parti et de l'intégrer dans les rituels, et qu'il a réécrit, à partir d'un texte écrit par quelqu'un d'autre, les paroles donc, que nous connaissons. Donc s'il y a un personnage clé dans cette histoire, c'est sans hésitation lui. Sauf que là où il est allé chercher la marche en question, c'est intéressant en soi, puisque quand il prend cette marche, elle a déjà été donnée dans cet endroit, le Teatro Colón, qui est le grand théâtre d'opéra de Buenos Aires, où la marche avait été présentée dans le cadre d'un acte, d'une manifestation d'un syndicat, des Obreros Gráficos. Et le fait qu'un syndicat aille faire une activité politique dans le Teatro Colón, c'est un bon marqueur de la dimension populaire, si vous voulez, du mouvement péroniste, de ce que ça pouvait supposer comme manière de bousculer les habitudes de la classe dominante en Argentine. Donc c'est un petit rappel de la dimension, à certains égards, authentiquement révolutionnaire du péronisme, en tout cas sur ce plan. Donc la Marcha de Obreros Gráficos au Teatro Colón, c'est une sorte de scène incroyable dans l'histoire du Teatro Colón et donc de la haute culture argentine. Or, cette marche des Obreros Gráficos avait apparemment, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de choses pas très confirmées, mais avait une autre origine, puisque les syndicats avaient repris, paraît-il, le syndicat en question avait repris une marche d'un club de football de l'époque, le club Barraca Juniors, dont vous avez une petite vignette ici. Et donc vous voyez qu'entre le Teatro Colón et un club de foot populaire, la marche comme instrument de politique symbolique, pour reprendre le terme, est quelque chose qui balaye tout un spectre de pratiques qui vont depuis le foot, donc la vie syndicale, et bien sûr la musique militaire, ça va de soi, et enfin les musiques d'État. Et il semblerait en plus, mais là encore c'est pas confirmé, que cette marche du club de foot a été à son tour très proche de marche du carnaval. Donc là encore on a un spectre intéressant en termes de culture populaire. Alors, un mot, puisque je viens de vous parler d'Ivanišević, je vais vous parler de Hugo del Carril, qui est l'interprète qu'on a entendu il y a un moment, parce qu'il me semble que l'une des forces de cette opération qui a lieu à la fin des années 40, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de l'État et des instruments de politique de l'État en tant que suite d'une tradition de musique d'État qui passe par l'hymne national, par les marches militaires, etc. Les dirigeants de l'époque, Ivanišević sans doute, ont eu l'intelligence d'aller vers des figures de la culture populaire, vers Hugo del Carril, qui était un chanteur de tango très connu, qui était un acteur, qui était un réalisateur, et qui donnait, disons, une sorte d'incarnation à la volonté du péronisme de se faire à la fois le porte-parole et disons, le lieu de légitimation de la culture populaire en tant que telle. Apostropher ce personnage qui est le niño bien, c'est-à-dire ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, paseas por Sarandí y te cortas las patillas al Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño bien que saliste del suburbio, de un bulín a un paraguas que no sé, que tenés pedigre bastante turbio, y decís que sos de familia bien, no manches que estás mostrando la hilacha, y al caminar con aire triunfador, se ve bien claro que tenés mucha clase, para lucirte detrás de un mostrador.
j'arrête là. Vous voyez un peu la scène, donc ce Niño Bien est une sorte d'ennemi de classe, si vous voulez, à ceci près que c'est un imposteur, ça s'explique le texte. Il se la joue, disons, de la haute et très élégant et tout. En fait, ce que le texte explique, c'est qu'il n'est qu'un arriviste, bon, que c'est un faux aristocrate. Et c'est cette interpellation qui va déclencher, bon, ce que vous voyez là, enfin je passe, mais il me semble que cette scène est un peu un condensé d'une quantité de choses qui sont à l'origine non seulement du succès de la marcha peronista parce qu'elle est portée par un interprète populaire, mais plus généralement du type d'opération symbolique que le péronisme arrive à mettre en place entre les classes, sans que ça devienne pour autant un discours de révolution en termes de classe. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la dimension révolutionnaire, le discours récurrent du péronisme à cette époque et en général jusqu'à aujourd'hui, c'est à la fois une récusation du discours de la lutte des classes de la gauche. Et ça va se voir de manière très claire autour du 1er mai, de la célébration du 1er mai. Voilà, alors ces deux figures, je pense Hugo del Carril et Oscar Ivanisevic, sont un peu le tandem qui explique, je ne dis pas le succès de la marche en soi, mais en tout cas comment cette opération est lancée et en quoi elle est plus efficace que, comme je le disais il y a un moment, simplement une proposition abstraite où on lancerait une marche pour voir si ça prend. Vous savez que dans les cas des hymnes, non seulement les hymnes nationaux, mais beaucoup de chants politiques, on se souvient de ceux qui ont fonctionné, c'est-à-dire de ceux qui ont été adoptés par les gens, même s'ils étaient à l'origine des propositions de l'État. Il y a aussi beaucoup de symboles, beaucoup d'hymnes qui ont échoué, qui n'ont jamais fonctionné, que les gouvernements ont essayé de lancer et qui ont échoué. Là, pour le coup, on a un symbole qui a vraiment fonctionné et qui va être décliné très vite en plusieurs registres, dont l'une des dimensions importantes, c'est la question de comment s'adresser aux femmes et donc quel est le rôle à cette époque de celle que je n'ai pas citée tout à l'heure, même si elle est peut-être la figure la plus célèbre du péronisme, à savoir bien sûr Eva Perón, Evita, deuxième femme de Perón, qui est morte en 1952 à l'âge de 33 ans et dont le rôle est capital. Pour aller très vite sur une histoire extrêmement importante, le vote des femmes en Argentine date de 1947 et c'est bien grâce au charisme et au rôle très actif d'Evita qu'il a été adopté. Ça va de soi parce qu'en plus, en termes de calculs électoraux, c'était bien sûr une bonne opération pour le péronisme, ça inutile de le souligner. En tout cas, cette loi est accompagnée de la création d'un parti péroniste féminin. Donc le parti péroniste fonctionne donc par branche et en 1949, il y a la création de ce parti, de cette branche si vous voulez, mais ça fonctionne vraiment comme une entité autonome, ce parti péroniste féminin dont Eva Perón est la présidente, la chef naturelle si vous voulez, et ça va se traduire très vite par une version de la marche qui est pour ainsi dire transposée, traduite même si vous voulez, autour de la figure d'Eva Perón. Alors, bon, 10h10, oui, je pense que ça vaut
quand même la peine d'écouter ne serait-ce que quelques mesures de l'autre symbole important de cette époque, c'est le chant au travail, Canto al Trabajo, dont l'auteur, pour le coup, je parle du texte, est encore une fois Oscar Ivanisević, et qui est l'hymne qui joue le rôle central lors de cette fête du travail qui, comme vous voyez ici dans cette image de 1953, est plutôt organisée autour de la figure du couple présidentiel. À cette date, Eva Perón est déjà décédée. Donc voilà ce chant du travail qui met en avant la question du sacré, justement comme je vous disais, pour se distinguer de la tradition de gauche, en parlant d'un drapeau saint qui est le repère pour un peuple argentin uni par l'amour de Dieu. Ça prouve un moment d'articulation très forte entre le discours du péronisme au pouvoir et celui de l'Église. Il faut dire qu'assez vite, l'Église et le gouvernement vont entrer en conflit, et en 1955, au moment de la chute de Perón, l'Église est l'un des acteurs les plus importants dans le processus qui mène à son renversement. Mais en 1948, on est encore en plein mid-deal, si on peut dire ça comme ça, et voilà ce que se reflète directement dans ce chant de Canto al Trabajo. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, podemos defenderla con honor. Por los hijos, por el hogar que es nuestra tradición. Voilà, bon, je n'insiste pas. Vous savez, il y a tout un répertoire qui a d'ailleurs été pas vraiment étudié, mais en tout cas qui a été rassemblé par un journaliste, un historien du tango qui est mort il y a quelques années, Julio Nudler. Il y a là un corpus extraordinaire qui s'intéresse justement à la politique symbolique d'un État, d'un mouvement, pas seulement à partir de ces symboles les plus connus, mais à partir de tout ce qui n'a pas marché ou ce qui a moins marché, ce qui a été oublié. Et là, il y a des archives passionnantes. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire entendre au moins quelques secondes de ce Canto del Trabajo, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus tellement chanté ni même connu. Bref, vous avez là, je pense, dans le cas du péronisme, un bon cas d'étude pour une politique symbolique. Et donc, pour conclure, je voudrais juste faire quelques remarques. Bon, il y a plusieurs types de tensions autour de cette marche. L'une, c'est l'idée qu'il y a une gestion de la temporalité historique assez particulière, puisque d'une part, comme je vous le disais au début, bon, c'est en principe la réalisation du rêve des pères fondateurs, donc c'est une sorte d'eschatologie du destin de la nation, et en même temps, le chant n'arrête pas d'en appeler un avenir encore plus radieux, si on peut dire. Et donc cette tension entre le projet et une réalisation contemporaine qui prend ses racines dans excusez-moi, je reprends. Le projet, c'est-à-dire un regard vers l'avenir, et un présent qui ancre sa légitimité dans une histoire de toute la nation. Bon, cette temporalité-là, elle est indissociable de ce qu'est le chant lui-même. Autre élément, c'est l'excès d'émotion, enfin ce régime de l'émotion qui déborde quelque part, qui s'exprime, je crois, dans cette répétition « Viva Perón, viva Perón », enfin il y a comme une sorte de martèlement autour de cette figure du leader. Figure du leader qui, bien sûr, est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'antipéronistes n'aiment pas la marcha, parce qu'on dirait que la marcha, c'est le lieu d'incarnation pratique de cette figure du leader charismatique qui, en plus, vu le contexte des années 40, est systématiquement associé à la question de la dimension autoritaire, voire fasciste du mouvement.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chercheurs qui disent qu'authentiquement, le péronisme est une forme de fascisme. Ce n'est pas vraiment une hypothèse sérieuse. Et je pense que la marcha n'est pas non plus le lieu où on pourrait ancrer cette démonstration. Enfin, pour aller très vite, cette adresse directe au leader, c'est quelque chose qui est plus explicite que dans les hymnes fascistes auxquels on peut tout de suite penser. Hein. Le chant du parti nazi, par exemple, ne s'adresse jamais à Hitler. Le chant La Giovinezza, qui est l'hymne du parti fasciste en Italie, ne le fait pas non plus comme le fait l'hymne péroniste. En revanche, ce qu'il y a de relativement proche de ça, ça pourrait être l'adresse du maréchal Louvois-là à Vichy, qui lui, pour le coup, ce chant s'adresse donc bien sûr à Pétain. Cela dit, je ne voudrais pas du tout donner l'impression que ça suffit à prouver que le péronisme a bien une racine fasciste autour de ça, ne serait-ce que par exemple que parce que dans les années 30, le parti radical, qui est en Argentine un peu la variante de la social-démocratie et auquel appartenait le président Raúl Alfonsín, qui a succédé en 83 aux militaires, eh bien, ce parti, dans les années 30, il a aussi une marche qui s'adresse aux leaders en titre, d'abord Irigoyen, ensuite Alvear, dans les mêmes termes que la marche péroniste. Donc plutôt que d'aller nourrir le débat sur l'antipéronisme en tant que critique du fascisme à partir de l'hymne, je pense que la marche est intéressante pour faire autre chose, c'est-à-dire pour discuter sur les modes d'interpellation de la figure du leader, dans le cadre de politiques symboliques au pluriel qui sont partagées par beaucoup de monde, y compris dans la tradition fasciste, bien sûr, mais aussi dans les traditions démocratiques, en tout cas de cette période-là, les années 30, les années 40, et donc ça serait une question de voir quand est-ce que ça s'arrête. Aujourd'hui, je crois que ça serait à peu près impensable d'imaginer en France, mais même en Argentine ou dans plein d'autres pays, quelque chose qui ressemble à ça. Imaginez une marche pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy, en tout cas sous ce registre-là, je pense que ça aurait du mal à passer. Mais ce qui est intéressant à reprendre, c'est donc, il me semble, hein, cette figure du leader comme une sorte de signifiant. Bon, il y a des théoriciens qui parlent de signifiant vide, pour des raisons qu'on pourrait explorer. Et qui en tout cas est un opérateur d'une sorte d'adresse émotionnelle clé pour comprendre la notion même de leader dans ce contexte-là, sans qu'il faille automatiquement ranger ça sur le passif autoritaire de ce mouvement qui par ailleurs existe. Bon, c'est un débat interminable autour de l'histoire même du pays, puisque ça reflète encore aujourd'hui dans les débats, non pas des historiens, mais aussi des citoyens face au gouvernement actuel. Voilà, je crois que j'ai terminé et bien sûr, je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Merci.